J'ai commencé par écrire l'essai il y a 3-4 ans, en faisant beaucoup de lectures et de relectures. Et c'est en travaillant sur tous ces écrivains qui sont un peu des exilés de l'intérieur que m'est venue l'idée d'écrire aussi un livre qui serait un livre d'hommage d'un lecteur à un écrivain qui vient de disparaître. Parce que je fais confiance à l'imaginaire et je pense que l'idée de départ qui était très séduisante, c'était d'inventer un écrivain qui n'existe pas et dont l'œuvre éblouirait un lecteur qui le découvrirait par hasard. Ça m'est arrivé très souvent de méprendre d'une œuvre au point de tout lire et de chercher à savoir des choses sur la vie de cet écrivain, sans évidemment confondre l'homme et l'œuvre, mais on a envie de mener l'enquête toujours quand il s'agit, parce que je crois qu'un lecteur est aussi un enquêteur, et dans le sens où il ne cherche pas seulement à savoir quelle a été la vie de l'écrivain, mais il cherche aussi quelle a été ses influences, quelles ont été ses influences, quels sont les écrivains qui l'ont marqué. Et cela m'est arrivé, par exemple, il y a plusieurs années de cela, avec Marina Tsvetaeva, dont j'ai voulu tout savoir et dont j'ai toute l'œuvre traduite. Mais je ne suis pas allée en pèlerinage à Elabouga, que j'aurais trouvé assez morbide d'aller sur les lieux où elle s'est donné la mort. À Clamart, oui, où elle a vécu rue Condorcet. Et elle a vécu aussi à Vanves. Elle disait qu'elle a connu de la vie que des endroits assez tristes, mais quand on va sur ces lieux, notamment rue Rouvet aussi dans le 19e où elle a vécu, j'ai toujours l'impression que ces lieux sont pour moi illuminés par les souvenirs que je garde de son œuvre. Elle m'a sauvée, oui. Elle m'a sauvée maintes fois. Et peut-être qu'elle n'a pas sauvé les deux écrivains qui sont dans les deux livres, In Memoriam et Œuvres vives. Et peut-être que elle les a sauvés jusqu'à une certaine limite. Et moi, je sais que les livres des autres ont eu une très grande importance dans mon existence, à des moments où j'étais un peu attirée par les gouffres. Et les deux personnages dans In Memoriam et dans Œuvres vives connaissent aussi peut-être cela. Mais il y a aussi, pour reprendre un titre de Michaud, une connaissance aussi par les gouffres. Et peut-être que j'en sors en étant non pas seulement sauvée, mais en ayant grandi.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Et finalement, peut-être que cette enquête est d'une certaine manière reste aussi, enfin, comment dire, se heurte à un mystère, c'est que l'œuvre reste totalement une énigme. Et la création d'Antoine Sorel, puisque tel est le nom de l'écrivain, la création d'Antoine Sorel reste une énigme à part entière. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai tenu à terminer les 2 livres en même temps j'ai espéré aussi qu'ils paraîtront en même temps. C'est-à-dire que Sorel est un peu l'alter ego romanesque des écrivains qui figurent dans l'essai. Un peu ce personnage qui a fait sécession. Comme tous ceux qui ont choisi de, de disparaître à un certain moment et qui ont vécu en étant en totale rupture, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, c'est une réflexion sur la place de l'écrivain, mais je me demande si certains de ces écrivains que j'évoque ont toujours eu la réflexion inverse, c'est-à-dire est-ce qu'ils souhaitent occuper une place dans le monde dans lequel ils vivent. Est-ce que leur mode d'existence, ce n'est pas le refus, leur mode d'existence, ce n'est pas le retrait, et en quelque sorte, peut-être que ce sont toujours des êtres qui sont, comme disait Artaud, des insurgés à vie. Et et qui ont peut-être refusé de faire cause commune. Oui, j'ai vécu dans cette ville pendant 4 ans, tout au long de mon adolescence. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans et je suis allée directement au Havre, où j'ai vécu de 14 ans, de ma 14e année jusqu'à ma 18e année au Havre, où j'ai beaucoup fréquenté la même bibliothèque qu'Antoine Sorel et que Roquentin dans La Nausée. Donc c'est d'une certaine manière, je ne dirais pas que c'est une ville que je connais très bien, mais c'est une ville que j'ai connue essentiellement par tout ce qui tourne autour de cette bibliothèque, justement. Et c'est une ville aussi dont on entendait parler de l'étranger comme une ville qui n'est pas représentative de la France. Et peut-être que d'une certaine manière, Antoine Sorel aussi est à l'image de la ville, c'est qu'il n'est pas représentatif de l'écrivain français tel qu'on l'imagine. Oui, ce sont des littératures qui ont encore, comment dire, qui offrent encore une voix, à la fois la voix VOX et une voix
vers une forme d'insurrection contre ces replis identitaires. Et d'autant plus que dans le roman, il y a un personnage qui, lui, est au contraire dans cette espèce de haine de l'autre et de rejet de l'étranger. Le l'essai est une sorte de, comment dire, d'appel à l'évasion, à prendre le large aussi. Je crois qu'il appelle à ne pas se replier sur soi-même, mais aussi à être toujours en toutes circonstances dans le dépaysement. Et je cite Gide qui dit que le degré de, comment dire, le degré de civilisation presque d'un homme se mesure à sa capacité de dépaysement et, physique et intellectuelle. Et j'aime les littératures de tous les pays et il faut peut-être savoir toujours franchir des frontières. Pour moi, d'une certaine façon, oui. Quoique je me sente quand même... j'ai l'impression quand même d'appartenir à la France d'une certaine manière, mais mon point d'ancrage, c'est quand même la littérature et la langue française. Et peut-être la langue française dans laquelle j'essaie d'inventer une langue qui serait la mienne et qui me serait propre. Et là, c'est vraiment là peut-être à la fois le point d'ancrage, le port d'attache et la planche de salut. C'est aussi au prix d'un abandon de la langue, de ma langue maternelle. Et je crois que cela a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas venu tout de suite et c'est au fil des ans seulement que j'ai réussi à peut-être à acquérir cette langue au sein d'une autre langue. Mais d'abord, il y a eu la perte d'une autre langue. Et c'est peut-être cette perte au départ qui est tout qui dit tout de mon univers et du sentiment de dépossession qui est à l'origine de l'acquisition d'une autre langue et du travail sur la langue jusqu'au point d'obtenir quelque chose qui me soit propre. Peut-être que c'est le drame de cet homme, le père d'Antoine Sorel, donc c'est de refuser la part de l'étranger en lui. Et ce qu'il ne supporte pas, c'est d'être le fils d'un migrant. Et d'où son regard sur tous les migrants, sa xénophobie, sa haine de tout ce qui vient d'ailleurs, de tout ce qui n'est pas, comment dire, ethniquement pur. C'est un être, c'est vrai, profondément malheureux et qui répand que de l'aigreur et du ressentiment. C'est un homme du ressentiment, en fait. Je crois que
part un peu à la recherche des origines de son grand-père. Et dans cette quête, il y a peut-être une tentative de réconciliation avec soi, ou peut-être de se sentir étranger à jamais.